On vous a passé donc cette petite vidéo pour que vous imaginiez aussi ce qu'il y a derrière les murs blancs, parce que c'était un peu plus délicat de vous mettre une blouse Charlotte, etc. Pour vous faire une visite. J'espère en tout cas que sur le trajet, vous avez pu découvrir un petit peu cette merveilleuse usine que nous avons. Nous sommes donc une ETI, puisque nous sommes aujourd'hui 730 équivalents temps plein. Nous réalisons un chiffre d'affaires à la fin de cette année qui est de 128 millions d'euros. 72 pays livrés, 40% en France, 40% en Europe, 20% en grand export. Et donc on est assez fiers de vous la faire découvrir et surtout de vous faire découvrir une usine qui a plutôt bien résisté à la crise sanitaire dernière. Et le monde du pet food se porte, du pet care, de tout ce qui est autour de l'animal de compagnie, se porte plutôt bien. Et donc c'est fier de cela qu'aujourd'hui on vous accueille. Je passe très rapidement parce qu'on est déjà très en retard. Je passe le relais, d'abord une vidéo de Madame la Ministre qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et puis ensuite, je passerai la parole à Monsieur Olivier Schiller qui fera le maître de cérémonie. Merci à tous encore une fois d'être venus. Bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être présente avec vous aujourd'hui pour cette réunion, mais je tenais à vous adresser ce message. L'engagement du gouvernement pour accompagner les entreprises de taille intermédiaire dans cette période de crise est total. La résilience dont vous faites preuve en cette période, votre contribution au développement des territoires, votre apport au rayonnement du produire en France à l'international démontrent, s'il le fallait encore, votre importance stratégique pour l'économie française. Après les mesures d'urgence des plans de soutien sectoriels en réponse à la crise, l'action du gouvernement en faveur des entreprises de taille intermédiaire se poursuit dans le cadre du plan de relance. Vous le savez, ce sont plus de 35 milliards d'euros qui sont consacrés à l'industrie dans le cadre de ce plan autour de 4 priorités. Moderniser, relocaliser, décarboner, innover. Ce plan consacre un effort majeur de 10 milliards d'euros de baisse pérenne d'impôts de production dès 2021. Les entreprises de taille intermédiaire, notamment industrielles, sont parmi les premières bénéficiaires de cette mesure qui permettra de réduire en partie l'écart de compétitivité avec nos partenaires européens. Par ailleurs, depuis le mois de septembre, ce sont plus de 800 millions d'euros qui ont été mobilisés au profit de plus de 800 entreprises pour la relance de l'industrie. Ces fonds ont permis d'engager des projets en matière de décarbonation, de relocalisation, de numérisation de la production. Le guichet Industrie du futur a pour sa part été un énorme succès avec plus de 7000 dossiers déposés depuis le mois d'octobre 2020. Cela témoigne d'un fort dynamisme de notre tissu industriel partout sur le territoire. Cela montre que les entreprises sont prêtes à investir, à prendre des risques. Les entreprises de taille intermédiaire sont néanmoins confrontées à des défis spécifiques qui appellent des réponses adaptées. Pour relever ces défis, une stratégie Nation ETI avait été annoncée par le président de la République le 21 janvier 2020. Elle est plus que jamais d'actualité. Elle s'articule autour de 6 axes. Faire connaître les ETI, développer une culture ETI au sein de l'administration, accompagner les dirigeants dans la croissance, renforcer l'attractivité et l'accès des ETI aux compétences, renforcer les capacités d'investissement des ETI, faciliter la transmission de ces entreprises. L'enjeu est désormais double. D'une part, sécuriser la situation économique des entreprises de taille intermédiaire et accélérer la reprise d'activité. D'autre part, assurer la mise en œuvre de cette stratégie Nation ETI et mieux faire connaître l'ensemble des dispositifs et mesures en faveur de celle-ci. À cet effet, j'ai nommé Olivier Schiller et Jeanne-Marie Prost ambassadeurs aux entreprises de taille intermédiaire et décidé d'organiser en 2021 un tour de France des ETI. L'objectif de ces réunions est de créer des lieux d'échange et de dialogue et de pouvoir identifier avec vous vos principaux interlocuteurs de l'État en région, chargés de vous accompagner au quotidien pour relever ces défis. Ces services sont à vos côtés depuis longtemps et beaucoup d'entre vous les connaissent bien. Mais il est clair qu'il faut avoir en tête qu'ils sont là pour vous assister, qu'ils sont là à votre service, qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter.
Voilà ce que je tenais à vous dire en regrettant encore vivement de ne pas pouvoir être avec vous physiquement. Je vous souhaite une excellente réunion et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une prochaine étape du Tour de France des ETI. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je salue tout particulièrement Monsieur le Président, enfin plus exactement le staff familial de l'entreprise Normandis qui nous accueille, puisque j'ai bien compris que c'est une affaire de famille. Monsieur le Préfet, cher Philippe, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Monsieur le maire de Vire, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui, enfin sur une journée normande consacrée aux entreprises et plus spécialement aux ETI. J'étais ce matin dans l'Orne, dans cette très belle entreprise Le Moine. La présidente est parmi nous. Merci encore, madame, de votre accueil. Et donc nous poursuivons cet après-midi avec les ambassadeurs que je salue, madame Prost, monsieur Schiller. Poursuivons cette tournée sous cette forme très particulière, mais à laquelle nous sommes habitués désormais, du présentiel, de la vidéo, etc. Ces derniers mois, nous le savons tous, ont été particulièrement difficiles. L'impact du Covid est majeur. Des pans entiers de notre économie ont été brutalement, soudainement affectés. Pour tenter de surmonter cette période, l'État, vous le savez, a mis en place une réponse en deux temps, le soutien et la relance. Le soutien, c'est évidemment une démarche très concrète, un certain nombre d'entre vous le savent, pour atténuer au maximum les conséquences de la crise. Alors je ne citerai pas tous les outils mobilisés, mais un mot rapide quand même pour rappeler l'importance de certains outils. Le PGE, le prêt garanti par l'État, ce sont 22 000 entreprises normandes qui en ont bénéficié, pour un montant de prêt dépassant les 3 milliards d'euros. Le soutien, c'est aussi le fonds de solidarité pour les petites entreprises. C'est en Normandie 208 000 acteurs dans les 5 départements normands qui ont bénéficié de ce dispositif, pour un peu moins de 400 millions d'euros d'aide. Et puis il y a eu bien sûr l'activité partielle pour celles et ceux qui avaient des difficultés dans le maintien de leur activité et donc de l'emploi. Mais au-delà du soutien, il y a aussi la relance, car il nous faut rester évidemment extrêmement mobilisés pour pouvoir repartir le moment venu et continuer pendant cette période tendue de produire. Et à cet égard, le plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement est d'une ampleur historique, 100 milliards d'euros, 3 volets, écologie, compétitivité, cohésion sociale et territoriale, je ne détaille pas, mais avec cette particularité que rappelait la ministre à l'instant, de cibler près de 35 milliards en faveur des entreprises, dont 10 milliards de réduction des impôts, enfin d'allègement d'impôts à la production. C'est évidemment un effort sans commune mesure avec ce qui a pu se connaître, à ce que l'on a pu connaître, pardon, dans d'autres situations de crise. Et puis il y a aussi, toujours dans ce plan de relance, du soutien direct, du soutien à l'investissement industriel dans les territoires, notamment avec cet appel à projet pour l'investissement industriel. Et donc ce sont aujourd'hui près d'une vingtaine d'entreprises, dont 9 ETI, qui ont été lauréates en Normandie. Cette forte représentation des ETI témoigne du caractère essentiel de leur projet pour la compétitivité industrielle, pour la création d'emplois et la réponse aux impératifs de transition écologique et solidaire. D'autres entreprises seront accompagnées également par la suite, que ce soit sur ce dispositif ou sur une autre mesure du plan de relance.
Je dois dire en tant que préfet de région que j'ai été très impressionné par ce que j'ai pu voir ce matin, ce que nous avons pu voir cet après-midi avec Philippe, avec vous tous. Je crois que c'est illustratif de ce sens du combat, si je puis dire, qui caractérise les entreprises normandes, cette belle mobilisation que vous assurez toutes et tous dans ces moments si difficiles. L'un des objectifs de notre webinaire cet après-midi est justement de vous présenter de manière assez concrète, assez pratique, les multiples facettes de ce plan France Relance pour que vous puissiez bien identifier les dispositifs les plus pertinents pour la situation de votre entreprise, mais aussi les bons interlocuteurs pour vous accompagner. J'espère que cela vous permettra de continuer à développer des projets de créateurs de valeur pour le territoire normand. Je me réjouis en tout cas, et pour conclure, de constater que les ETI normandes continuent d'échanger et de se mobiliser avec beaucoup de conviction, beaucoup de sens de l'engagement. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon webinaire, un très bon séminaire. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les élus et à tous les représentants de l'État. Merci Monsieur le Préfet pour vos propos introductifs. Et nous sommes très heureux, Jeanne-Marie et moi-même, de venir répondre à votre invitation aujourd'hui dans le cadre du club ETI Normandie pour présenter la stratégie Nation ETI. Alors certains d'entre vous étaient peut-être à l'Élysée il y a exactement un an, le 21 janvier 2020, pour participer au lancement de cette stratégie Nation ETI, qui partait du constat suivant. En France, il y a 5400 ETI, contre 12 000 en Allemagne, 10 000 en Italie. Quand on se promène en Allemagne, dans des petites villes, dans des villages, eh bien, très souvent, il y a des entreprises, des usines. Derrière des usines, il y a parfois des familles. Et en France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des territoires entiers qui sont désertifiés. S'il y avait plus d'ETI en France, s'il y avait autant d'ETI en France qu'en Allemagne, on ne connaîtrait pas cette situation qui aboutit à la disparition de l'activité économique, mais aussi des services publics, des écoles, des hôpitaux, et de tout ce qu'il faut pour que on puisse vivre de façon agréable sur un territoire. Donc l'objectif de cette stratégie Nation ETI, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait en France autant d'ETI qu'en Allemagne. Probablement que si ça avait été le cas, on n'aurait pas été confronté à cette crise des gilets jaunes qui émanait surtout de la détresse d'un certain nombre de territoires très désindustrialisés. Alors cette stratégie Nation ETI a été lancée avant l'apparition de la pandémie. Bien entendu, elle a été enrichie à la fois des plans de soutien dont a parlé Monsieur le Préfet pendant le premier confinement, et puis ensuite du plan de relance. Alors comme l'a dit Madame la Ministre, cette stratégie Nation ETI est articulée autour de 6 axes pour relever les défis spécifiques des ETI. Premier axe, c'est faire connaître les ETI. Alors ça se fait à travers le METI, et ça se fait aussi à travers les clubs régionaux comme celui que vous venez de créer ici en Normandie. Ensuite, deuxième axe, c'est de développer une culture ETI au sein de l'administration. Bon, nous sommes plus gros, plus importants que les PME, mais nous sommes aussi plus petits que les grands groupes, et l'État ne doit pas attendre exactement la même chose de nos ETI des grands groupes. Et je crois, Jeanne-Marie, que tu vas en dire quelques mots après. Troisième axe, c'est accompagner les dirigeants dans la croissance. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous à la fois un représentant de la région qui va nous parler de toutes les aides régionales au développement des entreprises, mais aussi des services de l'État, la BPI, Business France, la Directe notamment. Quatrième axe, c'est renforcer l'attractivité pour les jeunes et l'accès des ETI aux compétences. Les jeunes, quand ils commencent à travailler, ils se tournent soit vers les grands groupes, soit vers les start-up. Et c'est vrai que nous, on est un petit peu en dessous du radar.
Pourquoi? Parce que les jeunes ne connaissent pas bien nos entreprises. Donc il y a un gros effort à faire pour expliquer que pour un jeune, entrer dans une ETI, c'est entrer dans une entreprise d'une certaine taille, qui va mettre des moyens significatifs à ta disposition, mais aussi avec une agilité plus grande, souvent que les grands groupes. Cinquième axe, c'est renforcer les capacités d'investissement des ETI. Et là aussi, les représentants de la région et de l'État vont nous en dire quelques mots. Et enfin, faciliter la transmission des ETI. Jeanne-Marie et moi, notamment, nous allons voir prochainement le directeur de la législation fiscale à Bercy pour faciliter encore la mise en œuvre des pactes Dutreil qui sont extrêmement utiles pour nos entreprises familiales. Donc c'est dans ce cadre que les clubs ETI se sont développés. Le premier a été créé en Nouvelle-Aquitaine, ensuite Île-de-France, ensuite le troisième club a été le club Grand Est, et Jacques Frénéat, que je salue, a ensuite créé le club Normandie avec l'appui d'un certain nombre de chefs d'entreprise très motivés, avec l'appui du METI, mais aussi avec l'appui de la région. Il y a beaucoup de clubs de chefs d'entreprise. Il y a les APM, il y a un certain nombre d'autres instances. Ce qui est vraiment spécifique aux clubs ETI régionaux, en plus de ces échanges entre chefs d'entreprise, c'est vraiment cette volonté de co-construire le développement économique régional. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et je suis persuadé que chacun d'entre vous aura beaucoup d'intérêt et puis de plaisir, comme moi, à échanger avec vos pairs du club sur les différentes questions, problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Voilà, donc bravo à la création de ce club ETI Normandie, et je vais laisser la parole maintenant à Jeanne-Marie. Merci Olivier. Effectivement, comme vous l'avez bien compris, nous intervenons notamment dans le cadre de l'axe 2 de la fameuse stratégie Nation ETI que Olivier a rappelé. Et cet axe, c'est mieux faire connaître les ETI à l'administration et renforcer en fait un dialogue plus riche et plus efficace entre les ETI et les différentes administrations qui traitent avec elles. C'est extrêmement important parce que, je ne vais pas y revenir, mais les ETI constituent une classe d'entreprise tout à fait spécifique, c'est tout à fait différent d'un grand groupe ou d'une PME. Et évidemment, le métier que je salue en la personne d'Olivier Schiller a un rôle très actif, notamment y compris sur les territoires avec la création du club en Normandie, pour pousser ces préoccupations des ETI par rapport à l'administration. Alors, je voulais dire que pour nous, ce Tour de France que nous avons commencé avec Olivier est extrêmement précieux parce que c'est grâce à ce type de rencontre, comme cet après-midi, que nous pouvons faire remonter les préoccupations de vos entreprises en échangeant avec vous, en écoutant vos échanges et en identifiant, le cas échéant, on a commencé déjà à le faire ce matin d'ailleurs, des sujets, des irritants, parfois des problèmes qui sont simples à résoudre, parfois des problèmes qui posent des questions beaucoup plus considérables. On a parlé ce matin par exemple du problème de la commande publique, des critères de la commande publique, ce qui pose des problèmes beaucoup plus larges. Mais c'est très important pour nous de pouvoir utiliser ces échanges avec vous pour faire remonter ces préoccupations pour notre travail, nous, avec les administrations qui sont les différentes administrations concernées, les administrations notamment du ministère des Finances, mais aussi on va bientôt rencontrer au niveau national le ministère de l'Environnement. On envisage également des rencontres avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc notre idée, c'est vraiment d'être un intermédiaire et de pouvoir remonter ces préoccupations. C'est aussi pour nous extrêmement important de vous dire et de vous répéter que vous avez des interlocuteurs de l'État près de vous en région et que pour que le dialogue soit efficace, il faut aussi qu'il soit efficace au plan local et régional. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on constate quand on parle avec les chefs d'entreprise, à quel point c'est important sur un projet d'investissement, sur une extension, enfin peu importe, de pouvoir identifier rapidement les bons interlocuteurs, de ne pas être perdu
dans un maquis administrativo-technico-réglementaire et de pouvoir avoir en face de soi les bonnes personnes au bon moment et le plus tôt possible. Et donc, je voulais aussi insister par rapport à ces réunions qu'on a cet après-midi, et c'est ce qu'on fera dans chacune de nos étapes de Tour de France régionale, sur l'intérêt qui s'attache à ce que le représentant, on a eu monsieur le préfet de région qui s'est exprimé et qui dirige l'administration territoriale, mais également d'entendre, d'identifier vos interlocuteurs, que ce soit la Directe, que ce soit Adréal, que ce soit Business France, BPI, donc de vous aider aussi par rapport à ces contacts au niveau local qui vraiment doivent irriguer l'action publique. Donc voilà ce que je voulais dire de manière assez pragmatique, et aussi vous remercier parce que c'était extrêmement intéressant pour nous d'être sur le terrain, et vous confirmer aussi pour tout dire que l'avantage de notre binôme, Olivier et moi, c'est que quand on rentre à Paris, on a des niveaux d'interlocuteurs qui sont les bons interlocuteurs, donc on peut, je pense, tous les deux vraiment vous assurer qu'on est très motivés pour pousser les sujets des ETI. Merci. Merci Jeanne-Marie. Alors maintenant je vais appeler pour prendre la parole d'abord Jacques Frénéard, donc le président du club, qui va nous présenter la feuille de route. Puis ensuite à Jean-Charles Duquesne, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique entreprise que nous avons pu visiter rapidement, la Normandise, et qui est très, très impressionnante. Merci beaucoup Olivier. Monsieur le préfet de région, monsieur le préfet du Calvados, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs de l'administration et vous, chers collègues, entrepreneurs d'ETI ou de PME de croissance. Le club qui existe aujourd'hui n'est pas une branche du métier parisien. C'est un club local, une association locale qui travaille évidemment en étroite collaboration avec le métier, puisque le métier a financé une cartographie des entreprises régionales que vous pouvez voir, dont un élément vous pouvez voir dans la région, le nombre d'ETI qui existent aujourd'hui dans les 5 départements. Et nous recensons environ 140 ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire non filiales de groupes étrangers. À partir de ce travail, à partir des contributions des clubs ETI régionaux déjà existants, 7 pionniers sur les 5 départements, les 7 pionniers sont tous ici présents aujourd'hui ou en visioconférence, se sont lancés dans l'aventure. Lancés officiellement le 9 novembre par le président Hervé Morin, nous remercions la région Normandie de nous apporter son concours financier au démarrage de nos travaux, et nous nous sommes fixés 3 objectifs que vous découvrez à l'heure actuelle, des objectifs qui sont complètement en ligne avec la stratégie Nation ETI. Le premier des objectifs, c'est de faire remonter à la région et au service de l'État nos besoins ou nos difficultés spécifiques. Le deuxième objectif, c'est d'engager des opérations communes. Je vais vous montrer tout à l'heure la feuille de route que nous avons établie, des groupes de travail comme des sujets RSE, RH, développement durable, digitalisation des entreprises, etc. Et enfin, troisième point, mutualiser les moyens pour monter des opérations communes de tout type, nous permettant d'aller plus vite dans le développement de nos entreprises. Et à ce titre, je vais passer la parole tout à l'heure à Gilles Treuil, qui est le président de la Chambre de commerce régionale. Et vous allez voir que parmi les travaux qui sont faits par les autres organismes, nous en serons parfaitement, complètement dedans. Tout à l'heure, vous verrez que nous pouvons, non seulement nous pouvons, mais nous serons contributeurs sur l'action proposée par la Chambre de commerce. À ce jour, nous avons 34 ETI et PME de croissance.
Pourquoi PME de croissance? Eh bien parce que ce sont les ETI de demain. Ce sont les ETI qui nous manquent entre les 12 000 et les 5 000 qui sont aujourd'hui existants. Donc ces PME de croissance sont bien entendu les bienvenus dans notre groupe de travail, dans notre club, et nous allons faire en sorte de les aider autant que faire se peut par nos propres expériences, mais aussi par les échanges que nous aurons tous en commun. Par ailleurs, nous savons déjà qu'une dizaine d'ETI ont manifesté leur souhait de nous rejoindre, et nous pensons à la fin de l'année que nous serons au moins 50. Une première séance plénière de travail a eu lieu le 17 décembre à Caen. Une trentaine de participants étaient là, pour moitié en présentiel, pour moitié en distanciel. Et une proposition de méthode de travail a été validée. Nous avons formulé sous forme de défis. Des défis avec des séances de travail, des séances plénières, des workshops intermédiaires. Et je vais vous montrer maintenant la feuille de route que nous nous sommes proposés pour l'année 2020. Nous avons 6 défis, pour l'année 2021, pardon, vous aurez rectifié le lapsus. Nous avons identifié 6 défis que nous allons démarrer très rapidement. Un défi sur la transition écologique, un défi sur le RSE, ou la RSE plutôt, un défi sur la digitalisation de nos entreprises, un défi sur la croissance de nos entreprises, un défi sur l'attractivité, c'est l'attractivité de nos entreprises, mais à travers cette attractivité, l'attractivité du territoire normand, et enfin un défi sur les RH. Vous voyez que la feuille de route est relativement intense, elle va démarrer très rapidement puisque nous avons validé ces différents défis. Et nous savons que nous avons déjà au moins 2, voire 3 pilotes pour chacun de ces défis qui vont se mettre à l'œuvre rapidement. Je vais passer la parole maintenant à Gilles pour vous parler d'un sujet qui est travaillé par la CCI et dans lequel le club ETI Normandie va s'intégrer complètement. Monsieur le préfet de région, monsieur le préfet du Calvados, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues, en tant que dirigeant d'une ETI et membre du club, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Étant également président des chambres de commerce de Normandie, je suis mobilisé au quotidien pour accompagner les dirigeants d'entreprises et avoir ce rôle d'interface entre les entreprises, les services de l'État, les élus, les députés bien évidemment, les sénateurs, la région, les départements, les EPCU, toutes les personnes qui influent sur notre fonctionnement. Nous sommes dans les chambres de commerce 500 chefs d'entreprise mobilisés pour vous accompagner. On se dit des fois, parfois, à quoi sert une CCI? Je le rappelle, ça va être rapide, je vous rassure, faciliter le développement de vos entreprises, c'est le fondamental. Cette raison se décline en 3 missions principales. Accompagner les créateurs et les dirigeants d'entreprise. Nous accompagnons 9000 créateurs par an, 20 000 dirigeants, dont 1500 à l'export. Former les futurs talents normands de demain. Nous formons dans nos CFA 9500 apprentis, 15 000 étudiants et 20 000 salariés. Mettre en place également les infrastructures facilitant les échanges et le business, construction et gestion des 2 ponts, la gestion de 18 ports et 4 aéroports, la gestion de 30 zones d'activité, des pépinières et d'hôtels d'entreprise. Les CCI ont été et sont énormément mobilisés pour accompagner les dirigeants durant la crise sanitaire que nous traversons. Nous gérons plus de 2000 appels par mois. Dans ce contexte de crise en tant que dirigeants, nous nous battons pour que nos entreprises s'adaptent, soient le plus résilientes possible et maintiennent un niveau de business nous permettant de passer cette période. À ce titre, quand on parle d'adaptation, je souligne encore Madame Lemoine qui a fait de formidables investissements pour qu'on puisse tenir un peu une sorte de souveraineté. Et ça, c'est important, on le voit bien, nos dirigeants de TI savent rebondir. Et ça, j'espère que vous en êtes tous persuadés. De ce fait, j'ai choisi de mettre en avant 2 dispositifs de la Chambre de commerce qui me paraissent pertinents pour nos ETI. Les rendez-vous d'affaires de Normandie, ce qu'on appelle communément nous les RAN, qui vont se dérouler le 2 juin 2021 au CID de Deauville. 400 entreprises industrielles, 3000 rendez-vous de business, 18 rendez-vous
préprogrammés par entreprise. Moi-même, dans mes entreprises, j'ai 2 collaborateurs qui sont en permanence, qui peuvent permettre de recevoir soit des gens qui vont être sous-traitants de notre groupe, ou soit on cherche auprès des grands donneurs d'ordre des activités. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut peut-être même décliner sur certains territoires. J'en parlerai avec Jacques et le groupe pour essayer, encore une fois, de mailler encore mieux nos territoires et de créer en synergie l'ensemble des intervenants sur chaque bassin. Et je parlerai également de CCI Business. Depuis 10 ans, la CCI de Normandie développe une plateforme numérique de mise en relation entre les grands donneurs d'ordre et les entreprises normandes françaises. L'objectif est de faciliter l'accès aux grands projets de territoire pour nos TPE, nos PME et nos ETI. Mais aussi à l'inverse, encore une fois, nos ETI peuvent bénéficier de plateformes pour trouver des sous-traitants également. Les exemples de marché sont de plus d'1 milliard d'euros sur les grands travaux, comme l'éolien, le nucléaire, l'hydrogène, le Grand Paris et les JO de 2024. On le voit bien, notre Normandie est bercée aussi par des grands projets que sont l'éolien, l'hydrogène notamment, et le nucléaire. Et il faut en faire bénéficier l'ensemble des territoires. Et là aussi, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir accéder à ces marchés. Ça aussi, c'est très très important. Je citerai aussi, effectivement, ça a été cité, tous les clubs qui peuvent exister. Mais notamment, par exemple, comme le club Cléon 4.0, qui engage 150 entreprises. Ça aussi, c'est très intéressant. Mais là, le club d'ETI que nous avons va pouvoir aussi s'insérer dans tout cet écosystème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les chambres de commerce qui sont là pour accompagner, encore une fois, et mettre en synergie toutes les entreprises de notre territoire. Merci. Voilà, donc comme je vous le disais, la spécificité des clubs ETI régionaux, c'est vraiment d'avoir le soutien de la région. Donc je vais donner la parole à monsieur le vice-président de la région Normandie. Merci, monsieur le président, monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de région, cher Marc. Très heureux de pouvoir représenter Hervé Morin, donc étant en charge de la politique de la ville et maire d'Hérouville-Saint-Clair. Vous savez qu'à l'histoire de la région Normandie, on est très engagé aux côtés du monde de l'entreprise, et particulièrement une entreprise qui est vraiment une pépite extraordinaire sur la région du territoire de la Normandie. Normandie, je dis souvent, cette entreprise est un peu le pèlerinage en période électorale. À chaque fois, toutes les entreprises ou tous les candidats viennent vous voir. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, plusieurs fois de venir ici et puis de voir se développer cette belle entreprise normande, donc locale, appartenant au poumon économique de la ville de Vire. Sachez que la région Normandie a toujours été un des acteurs, mais principalement le principal acteur majeur sur l'accompagnement économique. Ça a été rappelé, dès qu'il y a un souhait ou une demande particulière, c'était le cas avec les ETI. Moi, il n'y a pas longtemps qu'on découvre les ETI, on parle souvent des TPE, des PME, des PMI, mais l'ETI, c'est pas encore dans les gènes peut-être de l'organisation, comment dirais-je, administratif. Et bien de saluer cette initiative, et c'est pour ce faire que la région vous accompagne bien volontiers pour être un des interlocuteurs, pour essayer aussi d'apporter, de contribuer à cette belle aventure, belle dynamique économique, que ce soit sur le soutien au développement, à l'investissement, que ce soit surtout particulièrement à la création d'emplois et la formation, tout particulièrement. La région Normandie a besoin de compétences, et donc on a besoin de vous, entreprises comme les vôtres, qui ont un savoir-faire. Et donc, toute initiative de ce type est rappelé qu'à l'échelle du territoire de la Normandie, je crois que c'est près de 180 entreprises en ETI qui représentent près de 90 000 salariés. Comme quoi, il y a un vivier, il y a un poumon économique qu'il faut soutenir indéniablement. Donc voilà, je resterai là. Je crois qu'il y a beaucoup d'intervenants. Le but essentiel, c'est de montrer aussi à la fois la présence de la région à vos côtés, pour que nous puissions continuer, à la fois, je dis souvent, une belle aventure, et de consolider et rendre notre territoire de la Normandie le plus attractif possible. Merci à toutes, merci à tous. Lors de notre réunion en décembre, nous avons commencé dès la première réunion à travailler très sérieusement. Et pour préparer cette réunion,
nous avons fait des tables rondes autour des difficultés que nous pouvions avoir, nous, ETI, en relation avec les administrations. Évidemment, c'est intégré tout cela dans le plan de relance aussi. Certains disaient que les délais de constitution des dossiers étaient peut-être un peu courts et que les délais de réponse seraient longs. Voilà la première remarque sur le plan de relance. Une incertitude sur les possibilités éventuelles, en fait, hein, notamment pour les entreprises de services. On voit que tout ça, évidemment, est en réaction à une crise. Et évidemment, la communication peut être un petit peu chaotique autour de cela. Ensuite, nous avons fait des remontées par rapport aux ETI, par rapport aux problématiques, et on voulait, vous, administration, vous sensibiliser à nos problèmes de ressources humaines. Aujourd'hui, il y a une réelle tension sur le marché de l'emploi. Il y a des métiers pénuriques, notamment dans la maintenance, des gens qui ont des diplômes par rapport à la logistique, par rapport aux caristes, etc. Tout ça, ce sont des choses où vous, administration, nous-mêmes, on essaye de faire des choses. On a essayé de faire un BTS, par exemple, sur Vire pour la maintenance. Mais vous, administration, il faut que vous preniez aussi le relais parce que nous avons vraiment de gros besoins. Les ETI aussi, par rapport aux services de l'État, ont tiré la courte paille. Hein. C'était qui allait dire les problèmes que nous avions. Malheureusement, c'est sur moi que c'est tombé. C'était aussi avec la présentation. Donc je ne dis pas forcément les choses les plus faciles à dire, mais par contre elles sont sincères et elles sont vite. Tout le monde est assez unanime assez rapidement autour des tables. Dans ces tours de table, on a eu aussi la problématique d'une inspection du travail, souvent à charge. On a souvent cette impression, alors on parle d'inspection du travail, mais dans beaucoup d'autres administrations, on a souvent l'impression d'être scruté, d'être jugé. Et aujourd'hui, par exemple, nous-mêmes à Normandise, nous avons eu un accident du travail. Il est bien évident que c'est quelque chose pour lequel nous luttons totalement, mais il faut savoir que le moindre accident du travail, vous avez directement une transmission du dossier au procureur qui, s'il juge pertinent, transmet ce dossier au pénal, et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement stressant pour nous dans notre vie de tous les jours. On parlait aussi de difficultés souvent d'identifier les interlocuteurs, et j'espère aujourd'hui que la réunion va nous permettre justement d'identifier. Alors avec le masque c'est peut-être pas forcément évident, mais au moins on commence à voir des regards et savoir qui fait quoi, et il y a vraiment un intérêt. Dernier point, c'était les ETI dans leur environnement. Des problèmes de concurrence avec les impôts de production par rapport aux autres pays, des problèmes de principe de précaution. Nous avons un millefeuille dans notre administration française, et chacun à chaque étape va rajouter son principe de précaution, et nous avons quelquefois des interprétations qui sont beaucoup plus strictes et beaucoup plus précautionneuses. Par exemple, nous, dans notre réglementation, qui est une réglementation très spécifique, hein, le pet food, nous avons des discussions de temps en temps avec des confrères d'Espagne ou de Pays-Bas, et on voit que les interprétations ne sont pas les mêmes, alors que le texte de départ l'était. Voilà les quelques sujets que nous avons remontés. Encore une fois, ce n'est pas forcément tous mes problèmes à moi, mais je me faisais l'interlocuteur aujourd'hui pour vous les transmettre. Merci de votre attention. Merci Jean-Charles pour ces exemples édifiants. Alors nous avons la chance maintenant de pouvoir écouter les différents représentants des services de l'État, également de la région. Et pour commencer, la directe va intervenir. Madame Andréane Bourges. Voilà.
Bonjour à tous, merci. Donc je vais intervenir effectivement en tant que responsable du service économique de la Direct de Normandie pour vous présenter des dispositifs que nous opérons à destination des entreprises dans le cadre du plan de relance. Merci. Donc je vais commencer tout d'abord en décrivant les appels à projets qui ont été ouverts dans le cadre du plan de relance. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il y a deux volets. Un volet national, axé autour de secteurs définis, et un volet territorial. Le processus d'instruction est différent pour ces deux volets. Pour le volet national, tout d'abord, donc, qui concerne les secteurs aéronautiques, automobiles, nucléaires et les secteurs dits résilience, agroalimentaire, électronique, santé, intrants essentiels à l'industrie, font l'objet d'une instruction nationale par la Direction générale des entreprises qui consulte les directs pour les projets des entreprises déposées dans les régions concernées. Donc c'est à la fois un processus national avec une implication régionale des services de l'État. C'est différent dans le cadre du volet territorial où l'instruction se fait par les services de l'État conjointement avec ceux du Conseil régional et où la décision d'aide apportée est prise au niveau régional. Donc il y a bien deux niveaux, deux processus différents, mais un appel à projet. Donc ces appels à projet avaient été clôturés au 17 novembre 2020, avaient rencontré un franc succès et ont donc été réouverts dans la foulée et sont désormais ouverts jusqu'au 1er juin 2021 avec 3 relèves de dossiers fixés pour le volet national. La première étant dans quelques jours, le 26 janvier, la deuxième le 31 mars et la dernière au 1er juin. Donc il y a un petit changement par rapport à la procédure auparavant où les dossiers étaient étudiés au fil de l'eau. Si on rentre plus précisément dans ces différents dispositifs, tout d'abord le volet national. Le volet national, il y a deux logiques suivant les filières qu'on considère. Tout d'abord, il y a les filières aéronautiques, automobiles, nucléaires, où l'objet c'est d'accompagner les entreprises qui ont des projets de modernisation, de diversification de leurs activités, de transformation numérique ou de transformation environnementale. L'objectif qui est présent dans ces 3 secteurs-là est d'améliorer la compétitivité de ces filières. Les projets doivent présenter un minimum d'investissement de 200 000 € et viser donc l'un de ces 4 objectifs. La logique est différente pour les secteurs qui relèvent des autres domaines qui sont listés ci-dessous, c'est-à-dire agroalimentaire, électronique, santé et intrants essentiels dans l'industrie. La logique dans ces 4 secteurs-là est d'accompagner les entreprises qui visent à améliorer la résilience économique du pays, c'est-à-dire en relocalisant des activités, en augmentant leur capacité de production dans ces secteurs-là, dans un objectif clair qui est de diminuer le degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs qui seraient hors de la France ou hors de l'Europe. Les projets sont donc plus conséquents. Ils doivent présenter un minimum de dépenses éligibles de 1 million € pour vraiment renforcer cette résilience économique. Un exemple pour bien illustrer que la différence dans la section qu'il y a une différence dans la section des dossiers par rapport aux autres secteurs, c'est par exemple dans le secteur de la santé, on va viser toutes les entreprises qui ont des projets, par exemple, de renforcer leur production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et pour sélectionner les projets qui sont les plus intéressants, on va, à l'échelle nationale, regarder pour une même molécule, quelle entreprise a le projet le plus pertinent, et c'est celle-ci qui sera sélectionnée et accompagnée. Donc on vise vraiment là à accompagner des projets stratégiques dans ces secteurs-là. Si on passe maintenant au volet territorial du plan de relance, on est là dans un objectif qui n'est plus sectoriel. Toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur domaine d'activité, tant que le projet qu'elles présentent est à dimension industrielle. Il s'agit là d'accompagner des entreprises qui ont des projets matures, qui peuvent démarrer rapidement, se réaliser dans une durée de 2 ans et qui présentent des retombées socio-économiques fortes pour le territoire. Donc le processus de décision sur ces projets, comme je vous le disais, est différent, c'est-à-dire que là, l'instruction est réalisée à l'échelle régionale et il s'agit là d'accompagner donc des projets qui présentent un minimum de dépenses de 200 000 €. Si on fait un point à la date d'aujourd'hui sur les premiers lauréats,
Donc vous avez là une carte de la Normandie avec ses 19 lauréats sur l'appel à projet territoire, dont 8 ETI. Et il y a également 15 autres lauréats sur des secteurs stratégiques, dont 4 ETI. Il s'agit bien là d'un point d'étape, c'est-à-dire que tous les lauréats, ces entreprises qui avaient déposé un dossier avant la première date de clôture du 17 novembre, n'ont pas encore été annoncés. Donc il y aura d'autres entreprises qui seront. Et à la suite des prochaines relèves de dossiers que je vous présentais, il y aura là aussi de nouvelles annonces qui suivront. Donc c'est bien quelque chose qui se met en place. Il y a des premières entreprises qui peuvent déjà réaliser leurs projets, qui sont déjà accompagnées, et d'autres qui seront par la suite grâce au plan de relance. Alors, chaque dispositif, chaque secteur a un contact au sein de la directe. Donc vous aurez la présentation, donc vous aurez les noms des personnes qui peuvent vous accompagner dans le montage du dossier si jamais il y a des questions spécifiques, si jamais il y a des questions sur les investissements éligibles, sur le projet, est-ce qu'il est bien présenté pour qu'il ait une chance d'être retenu, et qui pourront donc vous répondre sur ces points-là. Je vais désormais passer à d'autres dispositifs, très rapidement. Deux dispositifs complémentaires aux appels à projets. Sur les appels à projets, vous avez compris, il y a une sélection qui est effectuée à un moment. Deux dispositifs complémentaires qui sont gérés par l'ASP. Le premier, c'est un guichet d'aide aux investissements de transformation vers l'industrie du futur, qui était là dans une logique différente des appels à projets, puisqu'il ne s'agissait plus de sélectionner des entreprises qui présentaient un dossier, mais d'accompagner toutes ces entreprises selon un taux de subvention déjà défini, dès lors qu'elles acquièrent un dispositif dont la liste était fixée par arrêté et qui leur permettait de moderniser leur outil de production, par exemple avec une machine de fabrication additive. Ce guichet a rencontré un franc succès, il est fermé depuis le 31 décembre dernier. Et il y a donc deux choses à en retenir. La première, c'est qu'il y a énormément de dossiers qui ont été déposés au niveau national, il y en a plus de 7000, et donc le traitement de tous ces dossiers va prendre un peu de temps. L'ASP s'est engagé à ce que toutes ces entreprises reçoivent une notification, un accusé de réception de leur dossier d'ici la fin du mois. Et ensuite, le dossier sera instruit dans des mois qui viennent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est bien que si l'entreprise a présenté un dossier en acquérant un matériel qui est éligible, la subvention sera attribuée automatiquement par la suite. Deuxième point à retenir, comme le dispositif a remporté un franc succès, il y a actuellement une étude, une réflexion en cours quant à sa reconduction en 2021, en sachant que le dispositif sera donc sans doute moins avantageux lorsqu'il rouvrira, puisque ça pose bien sûr une question de crédit alloué au dispositif. Deuxième dispositif également sous forme de guichet, c'est un guichet d'investissement de décarbonation des outils de production industrielle. Donc on est là de nouveau dans une logique complémentaire aux appels à projets, notamment l'appel à projet décarbonation de l'ADEME qui vous sera présenté par la suite, puisque là encore, on vise à accompagner par une subvention toutes ces entreprises qui acquièrent un matériel dont la liste est fixée, là encore, par un arrêté, qui leur permettent de réduire leur empreinte écologique dans leur processus de production. Là encore, l'attribution de la subvention est automatique et il n'y a pas de sélection. Ça, c'est un guichet qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022, donc la date est assez loin, mais il est dès à présent possible d'en bénéficier. Tous les liens le lien vers ce guichet et les contacts directs sont dans la présentation qui vous sera envoyée, ce qui vous permettra, si vous avez des questions, de vous référer à ces adresses. Merci. Voilà, merci Andréane. Alors en complément de ces dispositifs nationaux qui, comme vous l'avez vu, ont rencontré un vrai succès avec 7300 dossiers déposés pour les appels à projets, il y a également des dispositifs régionaux. Et donc Christophe Laloux de l'Agence de développement de Normandie va nous présenter ces dispositifs. Alors bonjour à tous. Donc je représente l'Agence de développement pour la Normandie. Donc nous sommes le bras armé du développement économique pour la région Normandie. C'est bon, vas-y. Merci. Donc pour la région Normandie, donc on a organisé
On est organisé en 3 principaux pôles d'activité. Donc moi je représente la dimension Normandie Développement où on est sur l'accompagnement des entreprises, les aides aux entreprises, principalement sur du bas de bilan, donc du prêt à taux zéro, de la subvention. Pardon, excusez-moi, merci Monsieur Duquesne. On a également comme métier l'accompagnement des territoires et des filières, donc notamment l'accompagnement avec les EPCI, les territoires, les développeurs économiques qui sont au plus près des entreprises. Et puis on a aussi un troisième métier qui est Normandie Participation. Donc là on est sur un fonds d'investissement régional qui a la capacité d'intervenir en haut de bilan, donc au capital des entreprises normandes, et de pouvoir éventuellement renforcer vos fonds propres. Avec notamment un outil que je vais évoquer maintenant, qui est le petit nouveau, là, qui est Normandie Rebond, qui est apparu dans le cadre de la relance, qui cible notamment des entreprises comme les ETI. On est sur un profil d'entreprise sur des chiffres d'affaires de 3 à 150 millions d'euros et des tickets d'investissement de 1 à 3 millions d'euros. Donc il y a la possibilité de mobiliser en haut de bilan sur des fonds propres. Donc on est sur des typologies d'accompagnement qui peuvent prendre différentes formes, que ce soit des subventions, des prêts à taux zéro, du fonds propre, du haut de bilan, du prêt participatif. L'objectif étant de pouvoir renforcer la structure financière de l'entreprise. Donc juste, Christophe, si tu peux avancer. Donc juste pour dérouler. Donc l'objectif, c'est dans le cadre de Normandie Développement, c'est de vous accompagner sur l'ensemble, d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et de pouvoir mobiliser les dispositifs en fonction de la période de sa vie dans le cadre de son développement. La création, comme ça a été évoqué, c'est le champ des CCI, donc on n'est pas sur ce volet-là, on est principalement sur la dimension de développement. Donc on va être sur de l'accompagnement avec différents dispositifs qu'on a renforcés dans le cadre de la relance, notamment sur le cadre d'accompagnement au conseil, d'accompagnement au développement, à l'investissement productif, à la trésorerie où on pouvait venir en complément des PGE pour les besoins en trésor des entreprises. Donc dans ce cadre-là, on a mobilisé l'ensemble de nos équipes et nos dispositifs. Il y a également, on s'articule avec bien sûr l'ensemble des acteurs qui ont pu intervenir, les services de l'État en région, BPI, l'ADEME qui va intervenir plus tard, et puis CCI également. L'objectif étant d'être au plus près des entreprises, de coller au mieux à leurs besoins et de pouvoir mettre en place en face les dispositifs de financement qui leur permettent de grandir et en tout cas de subsister à cette crise que nous traversons. Parfois, la difficulté est telle qu'on a la possibilité d'éventuellement aussi de mobiliser un dispositif qu'on appelle ARM, nous, qui est géré au service de la région, sur l'anticipation, redressement de situation économique quand les difficultés sont trop fortes, quand justement on a une pénurie de fonds propres et qu'on rencontre des difficultés qui sont un peu plus fortes que conjoncturelles. Donc en termes d'accompagnement, je voulais juste faire un focus sur le plan des 10 000 accompagnements des entreprises vers l'industrie du futur. Alors on ne s'est pas concerté avec M. Frénéard, mais on retrouve des leviers qui ont été évoqués dans le cadre de la feuille de route des ETI. Donc on est opérateur, hein, c'est avec des financements de l'État notamment, pour accompagner, on a l'objectif d'accompagner en Normandie 500 entreprises, PME et ETI, vers l'industrie du futur, selon 6 axes de compétitivité que vous voyez apparaître. On retrouve la modernisation industrielle, la transformation digitale, la mutation RH, la RSE, la transition écologique, l'internationalisation. Donc pour accompagner les entreprises dans le cadre de cette transformation vers l'industrie du futur, au-delà des différents outils de financement qui peuvent exister, c'est de pouvoir échanger avec les entreprises, d'articuler les besoins, enfin en tout cas d'articuler les dispositifs existants. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre, l'État a mis en place des appels à projets, des guichets. On peut venir en complémentarité avec les outils de la région financer vos projets de développement. Donc dans ce cadre-là, pour pouvoir vous accompagner, donc on a la capacité de vous aider à formaliser et identifier les solutions de financement. Et parfois ça passe par du guichet SP, parfois ça passe par de l'appel à projet, parfois par des outils de financement de la région. L'idée c'est que en tant qu'entreprise, vous puissiez avoir accès aux outils les plus pertinents et les plus facilement mobilisables pour pouvoir remplir vos objectifs et pouvoir réaliser vos projets. On évoquait tout à l'heure les appels à projets, effectivement, l'incitativité
Et les taux d'intervention sont extrêmement favorables. On est sous de la subvention. Par contre, on est sur une forme d'incertitude de réussite à la fin, puisqu'il y a un certain nombre de candidatures et puis de lauréats qui sont plus faibles. Les outils région peuvent permettre d'avoir une visibilité un peu plus forte en venant en complémentarité de ces différents outils d'État. Donc un petit focus sur quelques dispositifs. Le message que je veux faire passer, c'est en région Normandie, on travaille très bien dans l'ensemble de l'écosystème, que ce soit avec les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, mais les chambres de commerce, les services de l'État en région, BPI, l'ADEME. Alors c'est difficile de partir dans les listes parce qu'on en oublie forcément, mais en tout cas il y a un écosystème, il y a une volonté d'accompagnement des entreprises qui est très fort, et on communique bien, et on a la capacité de mettre en œuvre les dispositifs qui sont adaptés à vos besoins. Juste un focus sur quelques dispositifs, puisque c'est principalement ceux-là qui ciblent les ETI aujourd'hui et qui leur permettent de grandir, ou les PME de croissance qui ont été évoqués tout à l'heure. Sur l'accompagnement au conseil, où on peut éventuellement financer jusqu'à 50% sous forme de subvention, les prestations de sous-traitance pour l'accompagnement à un développement stratégique, l'impulsion export, donc dans le cadre de l'internationalisation, il y a Business France aussi, voilà, que j'ai oublié forcément, avec qui on travaille dans le cadre de la Team France Export également, où on a la possibilité de financer jusqu'à 80% sous forme de subvention aussi la participation des entreprises à des manifestations prioritaires, donc principalement des salons qui ont été identifiés et ciblés par les filières. Il y a également l'impulsion développement, donc sur des aides sous forme de prêt à taux zéro avec différé de remboursement pour de l'investissement productif, pour de la trésorerie, pour de la transmission reprise, qui est un sujet aussi qui a été évoqué tout à l'heure, pour du recrutement éventuellement. Donc venez nous présenter vos projets et on identifiera les outils qu'on peut mobiliser en face. La particularité des ETI, c'est que vous n'êtes plus PME. Réglementairement, ça amène certaines contraintes. Et donc, essayer d'identifier les différents leviers réglementaires, notamment, pour pouvoir vous faire avancer. Et puis l'impulsion innovation, car quand on parle de digitalisation, de modernisation d'outils industriels, on est forcément sur ce terrain de jeu-là. Donc il y a la possibilité de mobiliser des outils en lien avec les différents opérateurs régionaux, des dispositifs sous forme de subventions, d'avances remboursables. Au sein de l'AD Normandie, on est organisé par secteur d'activité. Donc chaque secteur d'activité a un chargé d'affaires référent. Vous pouvez contacter sur le site de l'AD Normandie. Vous pouvez également passer par moi ou par la plateforme Normandie Industrie. Voilà, et toutes les coordonnées sont sur la présentation. Merci. Merci beaucoup pour la description de tous ces dispositifs régionaux qui viennent en appui de ce qui est mis en place par l'État. Alors nous avons maintenant une série d'interventions. Ce que je vous demanderais, c'est essayer de respecter les 5 minutes qui vous ont été allouées, de façon à ce qu'on puisse se laisser un petit peu de temps pour échanger entre nous, pour répondre à vos questions, et puis finir à l'heure qui était prévue. Donc nous allons commencer par donc, toutes les problématiques de transition environnementale avec l'ADEME et Éric Prudhomme. Bonjour, messieurs les préfets, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Dans le cadre du plan de relance, l'ADEME s'est vu confier 2 milliards d'euros pour justement mettre en place le plan de relance sur ces domaines de compétences. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place au niveau de l'ADEME. Donc je vais vous parler aujourd'hui sur la décarbonation de l'industrie, mais il y a aussi des dispositifs sur l'économie circulaire, sur l'hydrogène, sur le tourisme, sur l'agriculture et j'en passe. Donc aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé de vous présenter, c'est effectivement sur la décarbonation de l'industrie. Donc pour cela, on a 2 dispositifs aujourd'hui qui sont à votre disposition. Un dispositif qui va traiter à la fois de l'efficacité énergétique dans vos entreprises et à la fois de la mise en place de procédés de décarbonation. Alors, on dispose de 600 millions d'euros sur ce dispositif-là. Il y a un appel à projet, puisque ce sont des appels à projets nationaux qui vont régir le dispositif, qui a été lancé en octobre de cette année, et également un AMI sur la décarbonation en novembre. Bon, nous avons eu déjà un certain nombre de réponses. Sur l'efficacité énergétique, il y a eu 7 projets en Normandie qui ont répondu, et sur
l'AMI décarbonation, il y a eu 8 projets qui ont répondu. En 2021, nous allons lancer un nouvel appel à projet, a priori sur les 2 thématiques, à la fois sur efficacité énergétique et décarbonation, et ce sera en avril. Et puis en 2022, bien sûr, ça reste à définir. Alors qu'est-ce qu'on cherche à financer dans ce cadre-là? C'est tout ce qui va permettre effectivement, soit sur le process industriel, soit sur les utilités, de faire bien sûr des économies d'énergie et aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on va retrouver dans ce chapitre-là, on va retrouver tout ce qui va permettre effectivement de remplacer un four, un séchoir, un évaporateur ou de faire des économies sur ce genre d'installation. Mais aussi, et ça c'est intéressant à retenir, tout ce qui va relever de la récupération de chaleur fatale, c'est-à-dire une chaleur qui est produite dans votre entreprise, mais qui n'est pas aujourd'hui valorisée. C'est ce que nous avons pu faire ici, justement, avec la Normandie, où nous avons financé, avant le plan de relance, un projet de cette nature. Mais ça peut être aussi intéressant d'aller regarder sur des matériaux qui peuvent servir dans vos process industriels, qui aujourd'hui nécessitent, pour leur extraction, pour leur transport, un certain nombre d'énergie, et de voir comment un autre matériau pourrait venir intelligemment, utilement, remplacer ce matériau dans vos process, en diminuant justement soit de la fabrication, soit de l'extraction, soit du transport. Et puis enfin, dans ce procédé-là, il y a également tout ce qui concerne l'électrification, donc tout ce qui va vous permettre demain de passer d'une énergie fossile à une énergie électrique décarbonée, donc tout ce qui peut concerner les fours électriques, les résistances, etc., etc. Et puis, de manière générale, tout ce qui va permettre de faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut bien préciser, puisque ma collègue de la Directe l'a dit, il faut que ces projets-là, en termes d'investissement, soient supérieurs à 3 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable quand même en termes de projets, puisque tous les projets inférieurs à 3 millions d'euros seront effectivement regardés par l'ASP. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le second dispositif, c'est cette fois-ci un dispositif qui concerne l'utilisation de biomasse à la place des énergies fossiles dans des installations, des centrales de production de chaleur qui seront du coup alimentées par de la biomasse, et là aussi avec un seuil minimum qui doit être de 12 gigawattheures, ce qui fait effectivement des grosses installations et qui vise plutôt ce qu'on appelle effectivement les installations calo-intensives. Là aussi, nous avons un financement de 600 millions d'euros et c'est géré aussi par des appels à projets. Donc il y a eu un appel à projet là aussi en 2020. Donc on a eu un candidat en Normandie sur cet appel à projet. Et normalement, donc en février, devrait paraître le deuxième appel à projet. Mais ceci reste à confirmer. Voilà, aujourd'hui, ce sont les 2 grands dispositifs qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en interrogation par rapport à cela, de nous contacter. Donc là, il y a une liste aussi de contacts au niveau de l'ADEME. Nous avons aussi un site dédié à ce dispositif sur la décarbonation. Et pour tout ce qui est cahier des charges sur les appels à projets, donc il suffit d'aller sur la plateforme agir-pour-la-transition.adem.fr/entreprise qui pourra vous donner l'ensemble des cahiers des charges justement sur l'ensemble de ces dispositifs. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a bien sûr ce dispositif plan de relance, mais nous avons aussi toujours nos fonds classiques, que ce soit le fonds chaleur ou le fonds économie circulaire. Et là aussi, nous pouvons venir vous aider sur ces fonds-là si vous avez des projets qui correspondent aux critères d'éligibilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric pour ces différents dispositifs. Je vais passer la parole maintenant à Business France et mon entreprise Septodon. On a beaucoup utilisé Business France pour le développement international avec une grande satisfaction. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux de passer la parole à Cyril Levaux. Merci beaucoup, bonjour. Alors, je vais vous présenter le plan de relance export. Alors, pourquoi un plan de relance export?
Tout simplement parce que 97% du marché mondial se trouve en dehors de nos frontières. Donc pour une entreprise comme une ETI qui veut se développer, qui veut doubler de taille, forcément, elle va être obligée de s'intéresser au marché mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? 75% des salons internationaux ont été annulés ou reportés. Donc 75% des entreprises ont arrêté de prospecter. Donc nous, Business France, on a dû s'adapter et on s'est tourné, on a dû complètement changer de logiciel. Les clients, vos clients aussi à l'étranger, parce qu'eux aussi étaient bloqués à l'étranger. Donc on a gagné en quelques mois 5 ans de digitalisation. On a organisé des rendez-vous, ce qui était impensable encore il y a un an, entre des entreprises françaises, des exportateurs et des acheteurs étrangers. J'ai encore à l'esprit un exportateur, un vigneron du sud-ouest, qui présentait ses produits, ses vins à des Japonais qu'on a reçus à l'ambassade au Japon. Bien sûr, les échantillons avaient été envoyés au préalable à l'ambassade. Notre collègue sur place, franco-japonaise, faisait la traduction et donc l'acheteur d'une grande chaîne de distribution testait le produit. C'était impensable il y a un an de dire à un vigneron qu'il allait présenter ses vins et faire déguster ses vins à un acheteur japonais. Donc c'est pas du tout la culture d'être à distance comme ça, qu'il allait faire ça un an après. Mais les acheteurs aussi sont coincés, c'est pareil. On pense au CIAL qui devait se dérouler au mois d'octobre à Paris. On a eu 150 acheteurs étrangers d'Égypte, d'Inde, partout dans le monde, qui nous ont dit nous on est bloqués, mais on a besoin des produits français, on a besoin d'acheter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire Business France? Qu'est-ce que vous pouvez faire les CCI, la Team France Export? On a organisé 600 rendez-vous visio entre des entreprises agroalimentaires, donc beaucoup de la région d'ailleurs ici, avec des acheteurs étrangers. Et ça a été un succès. Donc, le plan de relance, on s'intéresse à quoi? Tout d'abord, l'intelligence marché. Alors, on a lancé sur le site Team France Export que vous devez connaître, l'Info Live Marché, avec le planisphère des pays qui s'ouvrent ou qui restent fermés aux déplacements, parce que pour des questions sanitaires, bien sûr, vos déplacements sont limités. Nous avons lancé aussi, c'est slide suivant, une ligne sur le Brexit, avec des informations sur le Brexit. Et si vous êtes déjà exportateur c'est le slide avant. Ah oui, bon. Si vous êtes déjà exportateur sur le Royaume-Uni, on a 20 collègues à Londres qui sont à votre disposition pour vous accompagner toute l'année 2021 pour répondre aux questions non douanières, parce qu'il n'y a pas que des barrières douanières, il y a d'autres questions. Je pense qu'il y a d'autres probabilités concernant le Brexit. Nous avons des informations marché sur 47 secteurs. Bien sûr, chacun de nos bureaux à l'étranger fait des fiches et des informations marché sur ces secteurs-là. Nous avons organisé début décembre, certaines entreprises d'ailleurs ont participé à un Digital Export Day. Donc là, ce n'était pas des rendez-vous avec des acheteurs directement à l'étranger. C'est ce qui se passe avant, c'était des rendez-vous entre des ETI, des PME et nos experts sectoriels à l'étranger. Donc on a organisé des rendez-vous entre une centaine d'entreprises et 150 experts Business France sectoriels à l'étranger. Il faut savoir que nous sommes présents dans 55 pays, même 62 avec nos partenaires chambres de commerce à l'étranger. Donc nous avons 750 experts qui chaque année, chacun organise une vingtaine de missions de prospection. Donc forcément, ils connaissent des dizaines, voire plus de 100 grands comptes clients dans leur secteur, dans leur marché client. Donc nous sommes présents sur les grands marchés d'importation, bien sûr. Nous avons toutes les données statistiques mondiales. Donc si vous avez un code douanier, plusieurs codes douaniers, nous pouvons vous sortir les stats qui montrent quels sont les pays vers lesquels il y a le plus d'importation de votre produit, les pays qui sont le plus en croissance. Il est important de sortir aussi des sentiers battus. 75% des entreprises s'intéressent à 20 pays seulement. Or, nous, on a fait une enquête Ipsos qui montre que bon, ça se voit pas très bien, mais sur les 8 premières zones sur lesquelles on a le meilleur taux d'impact des missions de prospection, c'est-à-dire le meilleur pourcentage
de missions qui aboutissent à des exportations dans l'année qui suit. Il n'y a qu'une zone européenne, c'est la zone rhénane. Et bizarrement, on a des surprises, hein, c'est la Chine qui sort en premier. Bon, après, c'est pas trop surprenant, quand on voit la croissance de la Chine actuellement, la plus grosse croissance mondiale. L'Asie du Nord-Est, l'Amérique du Nord, dont les importations ont vraiment explosé en provenance de la France depuis 5 ans. Et Amérique latine, Méditerranée Est, voilà. Donc c'est assez surprenant, alors que nous, la grande partie des demandes des entreprises, c'est sur l'Europe. Alors ce qu'on s'attache à faire aussi avec notre partenaire BPI France, c'est toutes les semaines un webinaire d'information sur une zone différente. Par exemple, la semaine dernière, c'était Allemagne PECO, et on se rend compte que les PECO, c'est une zone très intéressante avec des standards de vie qui augmentent, alors que nous, on a beaucoup de demandes sur l'Allemagne. Nos bureaux sont saturés de demandes d'entreprises, hein, et beaucoup de concurrence. Donc c'est intéressant pour nous, pour vous, et votre conseiller Team France Export en région, parce que vous avez, chacune de vos entreprises a un conseiller dans la région, qui vous aide à prioriser les pays, peut-être où vous aurez bien sûr de la demande et moins de concurrence, pour sortir un peu toujours des 20 mêmes pays. Alors dans les mesures de relance, l'État a mis en place, d'accord, 1500 chèques relance export pour prendre en charge jusqu'à la moitié du coût de vos stands. Nous allons faire quand même cette année 200 pavillons France sur des salons. On espère qu'ils ne seront pas annulés ou reportés. Et nous allons faire 400 opérations collectives hors salon, mais dans des secteurs cibles. Ça représentera, si tout se passe bien, 12 000 entreprises accompagnées cette année. Alors, pour les financements, BPI France vous expliquera les changements dans l'assurance prospection. La digitalisation, j'en ai parlé, on a des belles success stories, même dans cette région-ci. On a des sociétés qui faisaient par exemple des huiles moteurs qui en quelques semaines ont lancé une production de gel hydroalcoolique, mais qui ne connaissent rien au marché du gel hydroalcoolique. Donc nous avons organisé, par exemple pour une société, des rendez-vous par visio avec des acheteurs de chaînes de pharmacie au Royaume-Uni. Alors, solution RH, le VIE, je pense que vous connaissez tous le VIE. Il y a 10 000 VIE dans le monde qui travaillent pour 2000 entreprises françaises. Alors, le VIE, c'est une solution intéressante. L'État a lancé le chèque relance VIE. Donc, vous avez le droit à 2 chèques de 5 000 €, plus les aides de la région. C'est en cumul avec les aides de la région. Et je peux vous dire que la région Normandie est une des régions qui aide le plus les entreprises. Les VIE, c'est de la pré-embauche. Vous parliez tout à l'heure de questions problématiques RH pour les ETI. C'est un bon moyen, surtout utilisé pour les grands groupes, il faut bien l'avouer, alors qu'initialement, c'est prévu pour les PME, les ETI. Mais les 2/3 des VIE travaillent pour des grands groupes qui ont bien compris que c'était le moyen de pré-embauche. D'ailleurs, sur les 30 000 filiales françaises dans le monde, la moitié des filiales françaises sont dirigées par d'anciens VIE ou les anciennes formules, c'est-à-dire, vous avez peut-être connu la coopération du service national. Voilà, alors, nous allons organiser le 5 février à 10 h un webinaire sur le VIE. Donc pour les entreprises intéressées, je vous enverrai les informations. Alors les collègues en région, alors vous avez, c'est le slide suivant. Donc les ETI, les PME de croissance sont plutôt suivis en partenariat avec BPI France. Donc dans mon équipe, j'ai Aloïs Barr qui doit suivre certaines entreprises ici. Et à Rouen, c'est Sylvine Beaufils qui doit suivre aussi une partie des entreprises ici. Donc on se tient à votre disposition pour vous aider donc à attaquer de nouveaux marchés. Merci. Merci beaucoup Cyril. Et maintenant je vais passer la parole à Stéphane Lopiccolo qui va avoir le challenge de parler de toutes les offres BPI France en 5 minutes. Est-ce que Stéphane est... Alors peut-être Stéphane est à distance, non ?
Veuillez nous excuser pour ce petit intermède technique. Je vais meubler, on va faire comme les speak-freen dans les années 80. C'est les joies du direct. Bon, comme quoi on remplacera pas le présentiel tout de suite quand même. En attendant d'essayer de résoudre les problèmes techniques avec la BPI, je propose que la directe, Philippe Lagrange, nous présente les dispositifs d'aide pour l'embauche des jeunes. Ouais. D'accord. Bonjour à tous. La caméra. Bonjour tout le monde. Je sais pas, ça m'a l'air compliqué, puis je vois que l'écran est figé également. D'accord, vous me voyez également? Ok, très bien. Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc je suis Stéphane Lopiccolo, nouveau directeur régional Normandie chez BPI France, basé à Caen. Alors chez moi, l'écran est figé. Alors, je ne sais pas si vous me voyez ou pas.
Je vais essayer de vous partager quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Bon, j'ai l'impression que je ne peux pas vous partager les slides. C'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas grave. Donc, je pense que vous m'entendez quand même malgré tout. Je vais essayer de couper mon écran, ma vidéo, pour gagner un petit peu de bande passante. Voilà. Bon, mais écoutez, tout d'abord, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous et de ne pas pouvoir visiter votre entreprise, Monsieur Duquesne. Donc, j'espère qu'on pourra le faire prochainement. Je le souhaite en tout cas. Je crois qu'il y a plusieurs ETI qui sont partenaires de BPI France qui regardent cet événement ou qui sont présents et qui nous connaissent déjà. Je vais quand même, pour les autres, présenter rapidement BPI France. Et je vais vous parler bien sûr de l'intervention de la maison de BPI France dans le cadre du plan relance et du plan d'urgence. Alors, d'abord BPI France, très rapidement, c'est un organisme de financement qui est détenu par la Caisse des dépôts et par l'État. Donc on est en appui bien sûr des politiques publiques qui sont conduites par l'État et par les régions. Donc il y a plusieurs objectifs dans la mission de BPI France. C'est bien sûr le premier d'accompagner les entrepreneurs, les ETI, les PME dans la croissance, de les accompagner dans l'international, dans l'innovation, dans l'investissement et de favoriser, on va dire, le développement économique des régions, le renouveau industriel de la France. Voilà, donc on est sur ces missions-là, sur ces grands sujets. Donc on a 3 piliers sur lesquels repose le plan de relance. Le premier pilier, c'est le pilier du financement. Ensuite, on a l'equity. Et ensuite, on a l'accompagnement humain. Alors, le financement, c'est bien sûr tout ce qu'on prête et tout l'argent qu'on a pu peut-être déployer, notamment avec la région. On a la chance d'avoir une région qui est notre partenaire et qui a été très active et solidaire des entreprises pendant cette période. On a mis notamment en place et déployé ce qu'on a appelé le prêt rebond. On a financé du cash pour les besoins en fonds de roulement des entreprises dans le cadre des besoins de trésorerie de la crise sanitaire. Et je note aussi que dans ce premier pilier du financement, on a constaté quand même que les projets s'étaient pas totalement arrêtés. On a continué à financer de l'immobilier, on a continué à financer de la croissance externe, du matériel, de l'innovation, de l'international. Bon, effectivement, la moitié des prêts étaient des prêts d'urgence Covid, des prêts de trésorerie. Mais sinon, on a quand même financé beaucoup de projets, donc ça, c'est quand même très positif. Ensuite, le second pilier sur lequel repose l'édifice de BPI France et le plan de relance, c'est bien sûr l'equity, donc c'est les fonds propres. Alors là, on n'a pas prêté de l'argent, mais on a été un petit peu plus haut dans le bilan. On a été un peu au-dessus. Tout en haut, en fait, du bilan, on a été au capital, tout simplement. Donc, on a pris des participations dans les entreprises ou alors des obligations convertibles. Donc, ça, c'est un horizon un petit peu différent, l'equity. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une autre façon de voir effectivement le financement des projets, non pas par la dette, mais par les fonds propres. Et puis, le troisième pilier, donc on a dit financement, ensuite equity. Le troisième, c'est l'accompagnement humain. Et donc là, on a mis en place, pendant la période de crise, pendant la période d'urgence, et bien sûr maintenant, dans le cadre de la période de relance, on a mis en place bon nombre de missions de conseil, d'accompagnement humain du dirigeant, en termes de formation, de coaching, également des accélérateurs, qui on a un petit peu structuré différemment pour les adapter à la période de crise. Et on a mis donc en fait en place tout un système d'accompagnement non financier finalement. Je vous parle très en minutes de l'ensemble des plans qui ont différents noms et qu'on a le plan Touch, le plan French Fab, Industrie. Alors, le plan tourisme, bien sûr, c'est l'aide au secteur par la crise. Co-construit une offre avec
Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante parce que malheureusement la qualité de la transmission ne nous permet pas de bien comprendre les différents dispositifs. Donc désolé pour ces problèmes techniques et merci beaucoup pour votre intervention. Donc je vous propose maintenant qu'on passe à l'intervention de Philippe Lagrange de la Direct sur toutes les mesures très incitatives pour l'emploi des jeunes. Moyens financiers et d'accompagnement non financier qui sont absolument colossaux. Donc là, c'est vraiment la priorité absolue pour nous. On a mis en place ce qu'on appelle le prêt croissance relance, qui est un prêt de trésorerie sans garantie qui va jusqu'à 10 ans. Donc pour financer la trésorerie, c'est effectivement très long. On peut commencer à rembourser ce prêt à partir de la 3e ou 4e année, donc il y a une période de franchise, de différé. Et c'est un prêt qui va permettre aux entreprises de réaliser leur croissance externe lorsqu'il y aura des opportunités, mais également de pallier les besoins en fonds de roulement, notamment liés à la période actuelle. Donc ça, ce sont des moyens qui ont été déployés pour l'industrie, mais également des grands moyens qu'on a déployés pour le climat, dans le cadre du plan climat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition écologique et énergétique, c'est vraiment une priorité stratégique pour BPI France. Donc on va mobiliser 2 milliards d'euros d'ici 3 ans. Il y a beaucoup de solutions de financement, d'aide à l'innovation, d'investissement, d'accompagnement. Et on est bien sûr avec notre partenaire l'ADEME, qui a pris la parole tout à l'heure, qui est notre partenaire là-dessus, parce que bien sûr Spirit sur ces sujets-là. Donc on est accompagné par l'ADEME pour co-construire une offre complète. L'industrie, on peut parler. Donc il y avait notre partenaire Business France qui est intervenu. Donc c'est avec, notamment avec lui qu'on participe à ce plan de relance export. Donc là, on est sur finalement une mission qui est de faciliter l'accès à des prêts, à de l'assurance, à de la garantie, pour conquérir de nouveaux marchés à l'export, pour adapter les projets de conquête à l'export dans le cadre de la relance. Donc pour sécuriser, pour financer, pour s'assurer, on a une palette qui est vraiment très large, très variée. Voilà, on a à peu près presque tout dit, parce qu'il est difficile en 5 minutes de rentrer dans le détail. On a effectivement, ce qu'il faut juste retenir, c'est que on a été dans le cadre du plan d'urgence aux manettes assez rapidement pour envoyer du cash très vite avant que le PGE arrive. On l'a fait avec la région dans le cadre du pré-rebond. On l'a fait avec nos Merci beaucoup Stéphane. Apparemment, nous avons aussi des problèmes pour nous connecter avec la Direct, avec Philippe Lagrange. Donc je vais juste vous dire quelques mots, parce que je connais un tout petit peu le dispositif. Ce sont des dispositifs qui sont extrêmement incitatifs pour l'emploi des jeunes. Par exemple, si vous prenez un apprenti, vous avez une aide de 8 000 € par apprenti. Et moi, mon entreprise, nous étions en dessous du seuil qui nous permettait de ne pas avoir à payer de pénalité parce qu'on n'avait pas le nombre suffisant d'apprentis. Donc j'ai réuni mes directeurs et je leur ai dit, écoutez, ça n'a pas de sens, plutôt que de verser de l'argent sous forme de pénalité, mettons-nous au niveau minimum pour avoir le nombre d'apprentis nécessaires pour ne plus avoir à payer ces pénalités. Je crois que le seuil était à peu près à 30. Et ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, nous avons 50 apprentis dans mon entreprise. Et donc, nous allons toucher 400 000 €, puisqu'il y a 8 000 € d'aide à l'apprentissage. Ce qui fait que ça coûte quasiment rien. Donc aujourd'hui, vous pouvez non seulement prendre des jeunes en apprentissage, donc rendre service à la communauté, mais également bénéficier gratuitement de leurs compétences pendant la durée des formations. Donc c'est vraiment un dispositif qui est extrêmement incitatif. Il y a d'autres dispositifs, si vous prenez des jeunes en CDI, des jeunes en CDD. Voilà, donc je vous invite vraiment à le faire, parce qu'à la fois c'est du win-win pour l'entreprise et puis également pour les jeunes. Voilà. Pour terminer, alors je ne sais pas si Véronique Perche de l'Adréal est dans la salle ou si elle est à distance. Les deux suivants sont pas à distance. D'accord. En fait, ils n'activent pas leur micro. Bon, écoutez, donc c'est pas évident
de faire ce type de réunion à distance. Donc je vous propose que nous arrêtions ici les interventions des représentants de l'État. Et nous avons à peu près une demi-heure d'échange pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet de région, Monsieur le Préfet du département et tous les représentants qui sont ici présents. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté, sur les mesures d'aide aux entreprises, sur le plan de relance, ou des questions de façon un peu plus large sur les relations entre vous et puis l'État? Est-ce qu'il y a des grains de sable aujourd'hui qui rendent ces relations plus fluides? Est-ce que vous avez des questions ou des recommandations d'amélioration des liens entre les ETI et puis l'administration? Voilà. Alors, la première question, c'est la plus difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaiterait intervenir? Jacques. 1, 2. J'ai pris un micro filaire, comme ça ceux qui veulent poser des questions, au moins nous ne sommes pas tributaires des ondes. Moi j'ai une question qui n'est pas nécessairement pour les directeurs dans la salle ici régionaux, mais plutôt profiter du fait que nous avons les deux ambassadeurs, et notamment Madame Prost, qui a l'oreille de Bercy, pour mentionner une difficulté. Beaucoup d'entreprises, j'en fais partie, ont demandé un PGE lors du début de la crise. Et à notre grande surprise, les assureurs crédits ont immédiatement dégradé assez drastiquement les cotations. Alors, je sais bien, les assureurs crédits, c'est pas l'État, mais est-ce que Bercy, je sais que Bercy a essayé d'intervenir, est-ce que Bercy ne pourrait pas faire une piqûre de rappel là-dessus, parce que ça pose quand même des problèmes de mobilisation de BFR au moment où on peut peut-être avoir d'autres utilisations. Merci beaucoup. Le problème que vous mentionnez est tout à fait réel, et il a été remonté par de très nombreux, non seulement des entreprises, mais aussi les représentants des entreprises et pas que celles des ETI. Donc c'est un problème qui a été parfaitement identifié par Bruno Le Maire et qui a été identifié très tôt, puisqu'on se souvient que c'est un problème aussi qu'ont rencontré notamment les commerçants. Et donc moi j'en ai entendu parler parce qu'au printemps j'ai fait à la demande de Bruno Le Maire une médiation entre les fédérations de bailleurs et les fédérations de commerçants, et je peux vous dire que les assureurs tout court, pas seulement les assureurs crédits, d'une manière générale, la profession de l'assurance, disons, il y a des exceptions, mais globalement c'est pas comporté de manière très acceptable pendant cette période. Et comme vous le savez, il y a eu, à l'initiative du ministre des Finances, des mesures qui ont été prises, notamment pour obliger les assureurs à se montrer un peu plus ouverts et un peu plus coopératifs. Maintenant, s'agissant des assureurs crédits, pour avoir vécu la première crise, la crise de 2008-2010, on avait eu exactement les mêmes problèmes de décote. Et du coup, comme vous le savez aussi, l'État a réactivé, là, en 2020, les dispositifs que nous avions mis en place, c'est-à-dire CAP, CAP+, etc., pour justement pousser les assureurs crédits et pallier avec un peu de soutien public aux problèmes de recul des assureurs crédits, qui évidemment derrière invoquent des problèmes de refinancement, etc. Donc la réponse, c'est que oui, le problème a été bien identifié et il a été, disons, pris en charge par la réactivation de dispositifs qui avaient été ceux de la première crise. Mais c'est vrai que c'est ce que vous dites, et alors qu'il y avait les PGE, c'est tout à fait incontestable. Oui, c'est une question très importante parce que c'est des entreprises qui sont très saines, qui sont sur des marchés, des bons marchés, qui ont des clients et qui ne peuvent pas vendre en France et à l'international à cause de ces problèmes
d'assurance crédit. Et compte tenu des moyens que l'État a mis en œuvre pour garantir les assurances privées, c'est vrai que c'est un petit peu anormal de se retrouver aujourd'hui dans ce type de situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres remontées d'informations pour les participants, pour l'État ? Je voulais juste profiter un instant de vous faire part d'une mésaventure qui nous est arrivée. J'aimerais que le cas concret, vous puissiez le remonter. Nous avons un additif qui a été supprimé de la liste positive que nous avons le droit d'utiliser, la gomme de cassia, si vous voulez les détails, mais c'est pas ça le plus important. C'est un additif qui présente de la toxicité pour celui qui le met en œuvre, et c'était tout à fait normal de l'éradiquer de cette liste positive. Cependant, les produits que l'on fabrique avec cet additif ont une DLUO de 24 mois, et on nous a laissé que 6 mois pour pouvoir arrêter de produire ça avec cet additif, et 6 mois en plus pour mettre sur le marché, donc 1 an, 12 mois. Donc nous avons aujourd'hui Normandise à 520 palettes qui aujourd'hui sont des palettes qui ont été produites alors qu'elles étaient respectueuses de la réglementation. Et comme on ne les a pas vendues, on n'a pas réussi à les vendre dans le laps de temps imparti, aujourd'hui elles sont invendables. 520 palettes entre 600 et 1000 euros la palette, vous faites le calcul. C'est quand même un très très gros manque à gagner. Je ne suis pas sûr que le législateur, quand cette réglementation a été votée par l'Europe, et je ne reviens pas sur le fondement de cette loi, mais les délais impartis sont complètement déments. Voilà. Et du coup, on a fait le pressing, on a fait des allers-retours avec la DDPP, etc., pour avoir une dérogation, pour utiliser certains emballages. Enfin, ça met une pression sur nous qui, aujourd'hui, a posteriori, c'est quand même très, très invivable. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et je pense que tout le monde est déjà au courant parce que j'ai sollicité tout le monde. Vous avez sûrement, c'est vous qui avez signé la dérogation, donc vous êtes au courant. Bref, c'est quelque chose qui nous a été vraiment très pénible. Très bien. Y a-t-il d'autres... Merci Jean-Charles. Y a-t-il d'autres... Oui. Oui, bonjour. Bonjour, je dirige l'entreprise Chéreau, fabricant des smirmorphes frigorifiques. Je vais enlever le micro, c'est mieux là. Je dirige l'entreprise Chéreau, nous fabriquons des smirmorphes frigorifiques. Nous sommes leaders de notre secteur en France et numéro 2 en Europe. Et j'insiste sur le point qui a été mentionné, je crois, par Jacques en début de séance, sur l'embauche. C'est vrai que beaucoup d'entreprises ont eu un trou au moment de la période forte du Covid. C'était notre cas. On a eu un petit trou de carnet de commandes entre avril et septembre, mais le carnet s'est fortement rempli. Là, nous sommes à la recherche déjà d'une centaine de collaborateurs, puisque nous étions séparés de nos intérimaires. Et en fait, on a du mal à trouver. Donc, je pense qu'il faut que l'État commence à prendre conscience que dans certains secteurs, la reprise est là et qu'il faut absolument qu'on puisse embaucher parce que ça va être un des freins à la croissance de 2021. Oui, en introduction, la ministre nous a présenté la feuille de route 2020 de la stratégie Nation TI. Et là, nous sommes en train d'élaborer la stratégie 2021, la feuille de route pour 2021, et elle nous a demandé de prendre justement la problématique des compétences, former les jeunes et les moins jeunes aux besoins des entreprises au centre de notre plan. Donc, effectivement, notamment dans des régions où il y a moins de territoires sur lesquels il y a moins de chômage, effectivement, il peut y avoir des tensions sur le marché de l'emploi. Bon, mais je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience effectivement de cette situation. S'il y a d'autres...
Une réponse par rapport à la question. Effectivement, on s'aperçoit que dans tous les territoires, beaucoup d'entreprises, surtout comme la vôtre, sont en grande difficulté pour trouver des collaborateurs. Il y a maintenant, comme vous le savez, à l'échelle de la région, alors je veux dire, c'est pas la réponse, mais une des réponses qui mettra malheureusement un peu de temps, c'est l'Agence régionale de l'orientation des métiers. On s'aperçoit, on le dit depuis 20-30 ans, quels que soient les gouvernements, qu'il y a une rupture de compétences, manque de motivation des jeunes à aller vers une branche et quelle qu'elle soit, et surtout dans le bâtiment. On s'aperçoit que c'est assez catastrophique depuis la relance sur la rénovation thermique énergétique. Mais sachez que l'ensemble des collectivités avec les services de l'État, on essaie justement de changer le paradigme d'orientation et comment les entreprises peuvent aller dans les collèges, dans les lycées, dans les CFA, pour aller essayer de découvrir ou faire découvrir les métiers. Et je pense que dans notre société, on est un peu trop cloisonné. Et puis c'est toujours après coup qu'on se retrouve qu'on manque bien sûr de main-d'œuvre déjà, mais en plus, quand on manque de main-d'œuvre et de compétences, eh bien vous vous mettez en concurrence en fonction de certains secteurs d'activité et ça nuit à, comme on dit, à l'attractivité ou à la dynamique économique et de l'emploi. Donc il y a des choses qui se font, malheureusement pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais il y a un début de réponse, mais il en va aussi de la responsabilité de beaucoup d'entreprises aussi à faire découvrir les métiers qui sont très dans le domaine de compétences. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Non ? Très bien. Écoutez, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Hein. Vous voyez que les services à la fois de l'État et de la région sont à votre disposition pour soutenir les entreprises. L'ensemble des présentations vous seront distribuées, ce qui vous permettra de connaître vos interlocuteurs, de vous adresser à eux si vous avez des difficultés ou des projets que vous souhaiteriez partager. Si vous êtes confronté à des questions particulières, hein, n'hésitez pas aussi à nous les remonter par l'intermédiaire de Jacques. Hein, on est aussi là pour vous soutenir. Et puis au-delà de tout ça, je souhaite vraiment beaucoup de succès au club ETI Normandie, région qui est extrêmement dynamique au plan économique. Je vais laisser Jeanne-Marie conclure. Oui, donc, merci Olivier, merci beaucoup. Malgré les problèmes de connexion à distance, je pense que c'était quand même une réunion très riche. J'espère qu'elle aura été utile en termes de contenu. En tout cas, pour nous, j'ai pas de doute qu'on a des choses à remonter, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais enfin, on a bien identifié un certain nombre de sujets et donc c'est très intéressant et on vous remercie vivement pour ces échanges. Je vous remercie d'être venu donc chez Normandise. J'espère que vous voyez que vous êtes bien accueillis. À chaque fois dans les exposés, j'ai été content de voir que Normandise, on avait déjà commencé avec l'ADEME, avec BPI, avec Business France. Maintenant, je vois qu'on peut faire des dégustations de nos produits dans les ambassades. Donc évidemment, c'est quelque chose qui me réjouit. Ça risque d'être un peu le capharnaüm avec nos clients finaux. Mais bon, ce sont des choses qui sont très appréciables. Et je pense quand même que nous sommes bien entourés. Et c'est très appréciable, en tout cas, de vous avoir eu tous aujourd'hui. Merci encore à Monsieur le maire, Marc, merci pour les moyens techniques, pour la diffusion, même si vous voyez qu'on a eu quelques petits soucis. Avec Marc, on fait un duo qui essaye de représenter le territoire d'industrie des terrines des collines du Bocage, des terrines, excusez-moi, des formations professionnelles, des collines du Bocage, et en tout cas, on essaie de faire connaître notre petit territoire, et on essaye de faire voir que l'industrie ici a de beaux jours devant elle. On embauche, je pense que nous sommes attractifs. Nos salariés, à chaque fois, lorsque l'on présente nos vœux, on l'a fait 14 fois cette année avec François, mon petit frère, pour faire des petites sessions pour ne pas, à cause du Covid, de la Covid, mais à chaque fois on leur dit si vous êtes toujours motivé à travailler à Normandise, vous pouvez investir dans votre logement, vous pouvez être sûr
que vous avez un emploi qui est pérenne. Parce que je pense très sincèrement que les chiens et chats auront toujours besoin de se nourrir et que même peut-être que si un jour il arrive quelque chose à la famille Duquesne, en tout cas cette formidable entreprise que nous aurons créée, que mes parents ont créée, ont lancée, sera toujours ici. Donc fier de vous avoir accueillis. Pour ceux qui étaient là en présentiel, on a essayé de vous faire voir un tout petit peu ce qu'on savait faire. Le trajet retour est exactement le même. Donc soyez accompagnés par quelqu'un qui est en blouse blanche pour les règles de sécurité. Et puis surtout, n'hésitez pas, nous avons prévu des petits échantillons pour vos amis à quatre pattes. Si vous n'en avez pas, je suis sûr que vous avez un voisin, une voisine qui en a. Et vous pourrez, une assistante, une secrétaire, un collaborateur qui pourra recevoir ces échantillons. En tout cas, merci beaucoup et à une prochaine fois dans des ateliers aussi bien fichus, j'espère. Et puis merci, bon retour.